Flambée du prix de l'essence de contrebande depuis quelques jours à Cotonou et ses environs. Le litre est passé de 450 francs à 500 ou 600 francs par endroit. Les informations liées à cette flambée sont à suivre. Après l'obtention du bac, les nouveaux bacheliers se demandent souvent quoi faire avec leur diplôme. La réponse à cette problématique est à suivre dans ce journal. La junte au pouvoir en Guinée a dissous le Front national pour la défense de la Constitution après son appel à manifester, ont rapporté mardi les médias internationaux. Selon les sources, le gouvernement accuse le collectif d'organiser des manifestations violentes sur la voie publique. Très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ce 19h30. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale est entretenu ce lundi 8 août 2022 sur le thème la citoyenneté. La communication a été présentée par Moukaram Badarou, directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale du Bénin. Face au personnel parlementaire, Moukaram Badarou, directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, parle de la notion de citoyenneté. La citoyenneté est donc l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité dans l'Antiquité ou d'un État de nos jours et de participer à la vie politique. Elle est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. En effet, la citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques tout en créant des devoirs permettant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique. Le social, le juridique, rien n'a été laissé en rade par l'orateur du jour. Tous les aspects de la citoyenneté ont été abordés. Dans une situation démocratique, la citoyenneté est également l'une des composantes du lien social, notamment par l'égalité des droits qui lui est associée. Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité. Le citoyen est celui qui, appartenant à la cité, dispose des droits, notamment le droit de vote, le droit d'éligibilité, d'accès à la fonction publique et j'en passe, et est soumis à des devoirs au nom de l'intérêt général. La citoyenneté implique un sentiment d'appartenance à une même communauté nationale. Cette formation, initiée par le président Gbaounou Louis Vlavonou pour renforcer le patriotisme du personnel parlementaire, est désormais bimensuelle. Le désert de services publics à la frontière menace la souveraineté. Pour affirmer la présence de l'État, une stratégie de gestion intégrée des frontières se développe au Bénin. Elle vient d'avoir du renfort des équipements roulants offerts dans ce cadre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique par le programme des Nations Unies pour le développement. PNUD, reportage Hospice Yévi Mirontan. Un véhicule 4x4. 50 motos. Voilà l'essentiel du don reçu par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au profit de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Qui parle de terrorisme en Afrique parle de frontières car le siège de cette activité se trouve dans les frontières. Parce que les frontières sont devenues des armes géostratégiques mises en place par les colonisateurs pour maintenir les pays africains dans la dépendance, dans la division et dans la pauvreté. Les espaces sont devenus des zones de frustration qui favorisent donc l'implantation de ce phénomène-là. Le Bénin a compris cette mécanique du mal. Le pays a alors pris l'option de faire de ces espaces de véritables points de développement et de coopération entre États. Tous ces efforts fournis méritent d'être donc accompagnés. Loin de combler tous vos besoins, ce matériel demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. Les populations sont donc appelées à collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la promotion de la paix et de la sécurité. Et je l'annonçais en titre, les candidats au baccalauréat au titre de l'année 2022 sont fixés depuis le mois dernier sur leur sort. Désormais bachelier pour certains,
quoi faire avec son diplôme? C'est la problématique qui s'observe chaque année au niveau des apprenants et parents. Nous aurons dans cet élément de Romaric Dossa et Mathieu Sossou quelques approches de solutions à la question. Depuis le 13 juillet dernier, plusieurs candidats et leurs familles sont dans la liesse. Soulagement, liesse est faite. Ambiance de chaque année après les délibérations du baccalauréat. Un état d'âme qui précède une préoccupation, l'orientation des nouveaux bacheliers pour le reste de leur cursus. Une chose est d'avoir le bac, mais l'autre est de savoir quoi faire après son diplôme. Le choix est forcément dépendant du série qu'on a fait. Bon, il y a des candidats. Si vous prenez par exemple ceux qui ont fait la D, on les attend généralement en CBG. On les attend dans les filières de la médecine. Si vous prenez ceux qui ont fait la C, on les attend souvent dans les filières technologiques, dans les filières mécaniques, etc., dans les filières de génie, ingénieurs, etc. Si vous prenez ceux qui ont fait les séries générales ABC, AB, donc on les attend nécessairement en histoire-géographie, en lettres modernes, en linguistique. Mais il faut se poser toujours la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes de développement du Bénin, le progrès auquel le Bénin espère, est-ce que ces filières-là permettent à ces candidats-là, une fois obtenu le bac, d'être employés? C'est toute la problématique. Sinon, il y a des filières qui sont bouchées, où les candidats vont. Vous voyez par exemple, vous allez par exemple en droit, il y a plus de 1000 candidats plus de 1000 étudiants, mais pour quelle destination? Il faut se poser la question de savoir, chaque année, combien de juristes l'État recrute? Ceux qui vont faire la géographie, dans quel secteur ils seront employés? Ceux qui vont faire lettres modernes, dans quel secteur ils seront employés? C'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre système. Et c'est pourquoi nous demandons que l'orientation des enfants puisse commencer très tôt. Et que nous allions progressivement vers les lycées techniques, vers les formations techniques, pour qu'une fois que l'enfant sort, même avec le bac, il soit capable de dire « je peux être employé dans tel ou tel domaine ». Aujourd'hui, ils sont sur un boulevard, ils ne savent réellement pas là où ils vont. Pour cet acteur du système éducatif béninois, les parents ne doivent pas s'imposer au choix de filière de leur progéniture. Ils doivent juste les accompagner à faire le bon choix. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui ont le bac, mais qui sont encore immatures. Le rôle des parents est déterminant. Mais je dois dire que si les candidats étaient capables de choisir eux-mêmes, on ne va pas avoir l'intervention des parents. Moi, ce que je voudrais dire aux parents, c'est de ne jamais orienter leurs enfants parce qu'on a dit que quand on fait la médecine, on devient riche. Parce qu'on dit que quand on devient docteur, on devient ceci. Il faut toujours orienter les enfants en s'assurant qu'une fois qu'ils seront formés dans tel ou tel domaine, ils seront employés. C'est ça le plus important. Les enfants ont des talents. Ils ont des talents que eux-mêmes... Par exemple, moi, j'ai des candidats qui m'ont appelé qui m'ont dit « Monsieur, je veux faire la cuisine. J'aime la cuisine. » D'autres disent « J'aime la restauration. » D'autres disent « J'aime ceci, j'aime ceci. » Mais les parents disent « Non, je veux que mon enfant soit docteur. Je veux que mon enfant soit ceci, soit cela. » Alors, si les enfants ont un penchant pour un métier, il faut les laisser le faire. Parce qu'aujourd'hui, le tout ne suffit pas, n'est-ce pas, d'être diplômé de l'université. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'être utile à sa nation. Et les filières que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus des filières généralistes qui ne permettent pas aux étudiants, n'est-ce pas, d'avoir des points de chute. Si les enfants ont des talents, s'ils ont des potentiels qu'ils expriment déjà, il faut que les parents puissent les laisser aller dans ces filières. Il ne faut pas les obliger à faire 2-3 ans sans obtenir le parchemin. Et là, les parents sont vieux, ne peuvent plus les accompagner. Et c'est dommage. Il est aussi constaté qu'après le baccalauréat, certains apprenants se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre les études, faute de moyens financiers. À cela, il existe des palliatifs. L'université est chère. L'université est chère. Et je comprends que certains parents ont des difficultés à payer la formation universitaire à leurs enfants. Ce que moi je conseille aux enfants, vous savez aujourd'hui il y a beaucoup plus de boom au niveau de l'entrepreneuriat. Si les enfants peuvent, n'est-ce pas, choisir des filières où ils vont s'employer eux-mêmes, ce serait à leur bénéfice. Ils ne vont pas faire 2-3 ans parce qu'en réalité l'après-bac est difficile aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont des masters, mais qui servent dans des cabines téléphoniques. Vous avez des gens qui ont la licence, la maîtrise, mais qui sont employés, qui sont des ambulants, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su choisir un métier qui leur permet de s'employer eux-mêmes et ils attendent tout de l'État. En réalité, aujourd'hui, l'État n'emploie plus.
Si on lance un concours et qu'on demande une personne sur 1000 qui ont déposé, vous comprenez que la probabilité est très faible que l'étudiant qui a le diplôme requis soit retenu. Lorsque l'on est à l'université, on est dans les amphithéâtres, il faut pouvoir se former dans un métier manuel parce que l'artisanat aujourd'hui, quand il dit artisanat, c'est tout ce qui utilise notre main. L'artisanat aujourd'hui est un métier prometteur. C'est ça qui va nourrir l'avenir en réalité. Parents et apprenants sont donc invités à faire le choix judicieux pour l'avenir. Flambée du prix de l'essence de contrebande depuis quelques jours à Cotonou et ses environs. Le litre est passé de 450 francs à 500 francs ou encore 600 francs par endroit. Cela serait une conséquence de la situation encore au Nigeria, principale source d'approvisionnement en essence Bayo. Nous vous proposons de suivre les explications d'un responsable des vendeurs d'essence de Cotonou dans cet élément de Kenneth Eganwi et Pierre Akabou. Cette augmentation du prix de l'essence de contrebande est due à quelques soucis d'approvisionnement. Un problème qui se pose du côté de la frontière nigériane, selon Henry Asogba, président des vendeurs d'essence. Ça dépend du Nigeria. Donc, si vous constatez la hausse du prix de l'essence frélatée au Bénin ici, il faut savoir automatiquement que c'est parce que ça ne va pas au Nigeria. Donc, c'est les douaniers nigérians. Il paraît qu'il y a une affectation à la douane nigériane là-bas. Donc les nouvelles têtes qui sont venues dans des différents postes, et il n'y a pas d'entente entre eux et puis les acteurs. C'est ça qui a fait que l'essence n'est pas rentrée vers les frontières bénin-nigérianes. Donc c'est ça qui a causé un peu la hausse du prix de l'essence frélatée. Des propos qui confirment ceux tenus par un gérant de stand que nous avons rencontré un peu plus tôt à Cotonou. Si les chauffeurs qui nous transportent ça vers ici amènent ça, ils disent que là-bas, c'est eux qui disent qu'il y a un manque d'essence là-bas, donc ils augmentent le prix. Donc nous qui revendons, nous qui prenons les essences là, eux revendent ça, donc on n'a pas le choix. On doit augmenter le prix sur ça. Donc c'est pour cela l'essence a augmenté du prix. C'est depuis le lundi que le prix a augmenté et c'est passé de 450 à 550, à 600 d'abord et après c'est diminué et c'est revenu à 550 et maintenant on vend ça à 500, 550. La situation n'arrange pas les consommateurs de l'essence de contrebande, encore appelée Kpayor. Acheter le litre à 550 francs, pour ce conducteur de taxi-moto, c'est difficile à supporter. Avant, on achetait l'essence à 450 francs, parfois même à 350. Mais ces derniers jours, c'est allé jusqu'à 550 voire 600 francs. Nous n'avons autre choix que de faire avec, puisque tu as besoin de l'essence pour travailler afin de nourrir femmes et enfants. Cette surenchère nous donne trop de difficultés. Cependant, la hausse du prix de l'essence de contrebande est cyclique, explique Henry Asogba. Il rassure aussi la clientèle que la situation rentrera bientôt dans l'ordre. Ce n'est pas pour la première fois, ça arrive de temps en temps, au plus 5 mois, 6 mois ou bien 1 an, ça arrive toujours. Et ça ne dure pas. Au plus une semaine, ils vont trouver un terrain d'entente et puis ça va aller. D'ici peu de temps, vous allez voir que ça va rentrer dans les normes. En attendant, le litre d'essence d'Ikpayor varie entre 500 et 600 francs à Cotonou, à Bomé-Calavi et environ. Et ce journal se poursuit avec les informations hors du cadre national à présent. En Guinée, la tension s'accentue entre le gouvernement de transition et le mouvement FNDC. Le FNDC a appelé lundi à une nouvelle manifestation contre la junte le 17 août en Guinée. En réplique au gouvernement guinéen, la dissolution du collectif l'accusant d'organiser des manifestations violentes sur la voie publique. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, une des principales coalitions d'opposition, a appelé lundi à une nouvelle manifestation contre la junte prévue pour le 17 août. En réponse, le gouvernement guinéen a annoncé la dissolution de ce collectif, l'accusant d'organiser des manifestations violentes sur la voie publique.
Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président guinéen Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Or, la quasi-totalité des acteurs politiques du pays souhaitent qu'il raccourcisse ce délai. Selon le FNDC, la junte refuse de répondre aux nombreux appels au dialogue sur la transition. La coalition critique également l'attitude de défiance chronique du pouvoir guinéen vis-à-vis de la CEDEAO, sa gestion unilatérale et autoritaire de la transition et l'usage illégal d'armes létales dans la gestion des manifestations. Le FNDC exige également la libération sans condition de tous ces militants arrêtés lors des dernières manifestations. Mais ça, c'était avant la sentence prononcée par les autorités de la transition à Conakry. Au Kenya, les membres de la tribu Maasai votent aux élections. Une communauté qui dépend de ces vaches pour survivre. Les Kenyans doivent voter pour élire notamment leurs élus locaux. L'inflation et le chômage sont au cœur des préoccupations des Kenyans, mais pas tous. Dans ce bureau de vote, situé dans le comté de Kajiado, près de Nairobi, ces électeurs attendent patiemment leur tour. La plupart des habitants ici fait partie de l'ethnie Maasai, une communauté constituée majoritairement de pasteurs qui dépendent de leurs troupeaux de vaches pour survivre. Le changement climatique est donc au centre de leurs préoccupations, ce qui pourrait se ressentir dans leur vote. Je m'attends à ce qu'ils se présentent tous, qu'ils viennent voter, et je m'attends à ce que tout se passe bien. Je m'attends à aucun vote annulé, ni à aucun vote rejeté. Grâce aux agents présents, la population a été très bien informée, ils ont été briefés, donc je ne m'attends à aucun problème. Les Kenyans doivent voter pour élire notamment leurs élus locaux. L'un des candidats est un jeune Maasai de 34 ans, David Nina. Je m'attends à ce qu'il y ait la paix. Le peuple kényan va élire les dirigeants de son choix, les dirigeants qui vont même changer l'économie de ce pays. Je suis donc certain que nous aurons les meilleurs dirigeants à l'issue de ce vote. L'inflation et le chômage sont au cœur des préoccupations des Kenyans, mais pas tous. Les Maasai, eux, font face à d'autres problématiques. C'est pour faire entendre leur voix que David Nina a décidé de se présenter à ces élections locales. Je souhaite devenir un jeune leader Maasai, à qui nos aînés ont donné une chance en particulier. Et cela va même changer le niveau de vie de la communauté, car beaucoup de jeunes de cette communauté Maasai ont été éduqués. Donc avec les connaissances que nous avons maintenant, et en ajoutant la connaissance du leadership, toutes les expériences que nous allons vivre, je sais qu'elles vont nous aider à changer cette communauté. Plus de 22 millions de Kenyans sont inscrits pour élire leurs représentants, du président de la République aux assemblées de comté en passant par les députés, sénateurs et gouverneurs. 6 scrutins au total, après des campagnes électorales qui ont rythmé la vie du pays ces derniers mois. Et nous restons toujours au Kenya où les populations attendent les résultats des élections tenues la veille dans un calme. Ils sont tous impatients de connaître leur prochain président. La pression s'intensifie donc sur la commission électorale qui doit déclarer les résultats au plus tard le 16 août. Les Kenyans attendaient mercredi les résultats des élections tenues la veille dans le calme pour savoir qui de Raila Odinga ou de William Ruto sera leur prochain président. Ces 2 favoris sur les 4 candidats en lice ont assuré qu'ils reconnaîtraient les résultats, mais le pays redoute d'être une nouvelle fois happé dans une saga post-électorale, tous les scrutins présidentiels depuis 2002 ayant été contestés. La pression s'accroît donc sur la commission électorale qui doit déclarer les résultats au plus tard le 16 août. Il est clair que les élections sont gagnées dans les bureaux de vote. Donc une fois que les résultats sont déclarés ici, ils sont considérés comme définitifs. Quels que soient les résultats qui sortiront d'ici, ils seront compilés et emmenés au centre de pointage de la circonscription où tous les autres résultats du comté sont rassemblés et envoyés au centre de pointage national. À moins qu'un des candidats ne recueille plus de 50% des voix et soit directement élu, les 2 candidats qui arriveront en tête s'affronteront lors d'un second tour dans les 30 jours suivants. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le successeur d'Ohuru Kenyatta, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et élus locaux.
Direction Libye, selon des sources judiciaires, 56 djihadistes présumés sur un total de 320 qui seront jugés ont comparu pour la première fois dans un tribunal de Misrata, ville située dans l'ouest du pays à quelques 200 km de la capitale Tripoli. Des nationalités syriennes, tunisiennes, soudanaises ou libyennes, les accusés avaient été arrêtés et placés en détention en décembre 2016 après la reprise de Sirte, ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli, des mains de l'EI. Dans le box des accusés, ils sont une cinquantaine de nationalités syriennes, tunisiennes, soudanaises ou encore libyennes. Ces hommes sont des djihadistes présumés de l'organisation État islamique qui avait fait de la ville de Sirte son bastion en 2015. Leur procès s'est ouvert dans la ville de Misrata, à l'ouest de la Libye, avant d'être ajourné au 25 septembre. L'objectif de ces audiences est de la représentation des familles des martyrs et des blessés et d'apporter des preuves contre chaque accusé afin que le procès soit équitable et non susceptible d'appel. Dans la salle, bondée, étaient présents des dizaines de proches des victimes. La plupart faisaient partie des forces loyales à l'ancien gouvernement d'union nationale. Ils ont perdu la vie en combattant l'État islamique à Sirte. Après 6 ans, nous sommes surpris qu'il y ait un procès avec des avocats de la défense pour des membres du groupe État islamique. Nous nous attendions à ce que leur punition soit exécutée sans procès, ni avocat pour les défendre et demander au tribunal leur libération. Nous, les familles des martyrs et des blessés, les habitants de Misrata et les résidents de la Libye, exigeons la peine de mort pour ces membres du groupe État islamique. L'État islamique s'était emparé de Sirte en juin 2015 en profitant de l'absence de l'État en Libye. Le pays était plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte populaire. En dehors du cadre africain, les reprises d'incendies près de Landiras, théâtre d'un gigantesque incendie en juillet, ont ravagé 6000 hectares de forêt de pins. Depuis mardi après-midi, a annoncé mercredi matin la préfecture de Gironde. Le feu est très virulent et s'est étendu au département des Landes. Les communes d'Ostens, de Saint-Magne et des secteurs de Belin-Béliot ont été évacués. Une épaisse fumée noire est de retour dans le ciel de Gironde, dans le sud-ouest de la France. Le gigantesque incendie qui a brûlé plus de 13 000 hectares de végétation en juillet a repris mardi après-midi près de la commune de Saint-Magne et a déjà ravagé 6 000 hectares de forêt. 6 000 personnes ont également dû être évacuées. 500 pompiers sont actuellement mobilisés. Les autorités se préparent à une journée de très grands risques. La météo est extrêmement défavorable à l'heure où je vous parle, par la canicule, par la sécheresse de l'air, par le record historique de la sécheresse de la végétation et par le fait que nous avons ici quelque chose de très spécial qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré. De nombreux autres incendies sont actuellement en cours en France, notamment dans la Drôme où 220 hectares sont partis en fumée. Dans le sud de la Charente, ce sont 150 hectares de forêt qui ont brûlé. Et en Isère, le feu a été maîtrisé après avoir parcouru une centaine d'hectares. Dans le Maine-et-Loire, près de Baugé en Anjou, les flammes ont déjà ravagé 1200 hectares de végétation. Si l'incendie n'est pas encore fixé, la situation est encourageante selon la préfecture. Dans l'Aveyron, enfin, le feu qui a ravagé 700 hectares de végétation depuis lundi a cessé de progresser, mais n'est toujours pas maîtrisé. Les pompiers estiment qu'il leur faudra encore 3 jours pour éteindre le feu. Mardi, 3000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Ils ont trouvé refuge dans des salles des fêtes et des écoles. Avec déjà plus de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France a connu dès juillet un record de surface incendiée, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. En Amérique à présent, le président américain Joe Biden a paraphé hier, mardi 9 août 2022, la ratification par les États-Unis des adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, un élargissement de l'alliance qui répond à l'invasion russe de l'Ukraine. Les deux pays nordiques seront des alliés forts, fiables et dotés d'importantes capacités en intégrant l'alliance militaire dominée par les États-Unis, a indiqué le président Biden lors d'une cérémonie de signature à la Maison-Blanche.
Le processus d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande se poursuit avec la ratification du traité par le président américain Joe Biden ce mardi. Les États-Unis sont devenus le 23e pays à approuver l'élargissement de l'Alliance. Au cours des dernières décennies, l'OTAN s'est révélée être indispensable à la mise en place d'une Europe libre et en paix. Notre alliance est plus soudée que jamais, plus unie que jamais. Et lorsque la Finlande et la Suède porteront le nombre d'alliés à 32, elle sera plus forte que jamais, plus forte que jamais. Préoccupés par l'expansionnisme russe après l'invasion de l'Ukraine, la Suède et la Finlande avaient fait leur demande d'adhésion au mois de mai, mettant de côté leur neutralité historique. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux YouTube et Facebook. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV et portez-vous bien.